Louis Bénédit est arrivé pour les aventuriers de l'étrange. Et ce soir, Louis, quel est le thème? Nous allons parler de l'histoire de la parapsychologie en parlant de grands voyants, de grands médiums qui, depuis le 19e siècle, ont démontré des capacités absolument hallucinantes. Et surtout, nous allons parler de grands savants comme Camille Flammarion qui se sont intéressés à la parapsychologie alors que maintenant la science dite officielle laisse un peu ça de côté. Malheureusement, ce sont les gourous, les sectes et autres escrocs qui récupèrent le terrain, évidemment. Et voilà, et vous saurez tout également en écoutant les aventuriers de l'étrange et en participant à cette émission. Bonne soirée à tous, rendez-vous pour le sport à partir de 15h demain sur Sud Radio, bien entendu. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Desiderio Massarini, soutiene Regina Forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons plonger dans l'histoire de l'étude des phénomènes paranormaux et à travers cette histoire et ces histoires, vous allez découvrir que cette science a un passé riche en chercheurs qui ont exploré sans préjugés des domaines que la science dite officielle laisse aujourd'hui aux mains des sectes et des gourous sous le prétexte que ce n'est pas assez sérieux. Et depuis la seconde moitié du 19e siècle, des savants illustres et moins connus ont donc arpenté ces sentiers encore en friche. Ce soir, vous allez entendre parler d'ectoplasme, vous allez entendre parler de voyants aux capacités étonnantes, de spiritisme ou d'histoires qui vont vous surprendre. Grégory Gutiérrez, bonsoir. Bonsoir, Louis Bénédit. Vous êtes journaliste, réalisateur, vous êtes en train de finaliser un documentaire sur Maud Christen. D'ailleurs, vous avez été notre invité dans une émission des Aventuriers de l'étrange en compagnie de Maud Christen, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça va, le montage se déroule bien? C'est très long, mais passionnant. Oui, je m'en doute, je m'en doute. Alors, Grégory Gutiérrez, vous êtes l'auteur d'un livre qui fait référence dans le domaine de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Il s'agit des Aventuriers de l'Esprit, un livre publié aux presses du Châtelet. Et avant de commencer cette émission et de rentrer dans le livre, j'aimerais que vous me parliez de Nicolas Maillard, parce que ce manuscrit a quand même une histoire particulière. Oui, tout à fait. Oui, le projet à l'origine était un projet de livre qu'avait lancé Nicolas Maillard, qui était un de mes amis, oui, et un jeune journaliste français talentueux et passionné. Brillant, oui, effectivement. Qui avait participé aux activités de l'Institut Métapsychique à la fin des années 90. Et qui, ce faisant, avait eu donc le projet d'écrire une histoire de la parapsychologie en se fondant sur toutes les archives très précieuses de cet institut. Oui. Malheureusement, il est décédé en juillet 2000, sans pouvoir terminer le manuscrit qu'il a laissé inachevé. Et on m'a proposé de reprendre, de modifier et compléter le manuscrit. Voilà. Donc le livre est publié sous nos deux noms en son hommage. Voilà, et c'est ce soir tout normalement que l'on dédie cette émission à ce brillant journaliste qui nous a quittés à l'âge à peine de 30 ans. Oui. Alors, si vous-même qui nous écoutez, si vous avez vécu un phénomène paranormal, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Grégory Gutiérrez est là en notre compagnie pour pouvoir en discuter avec vous tout au long de cette émission jusqu'à minuit. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 0826 300 300 ou vous pouvez nous envoyer vos messages par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous envoyez votre réaction, votre question en mettant votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle et vous envoyez le tout au 71 200. Nous serons ravis de discuter avec vous et de répondre à vos questions. Grégory Gutiérrez, l'intérêt des scientifiques pour les phénomènes paranormaux, est-ce qu'on peut dire que cet intérêt est né avec l'avènement du spiritisme, on va dire, pour schématiser, au milieu du 19e siècle? D'une certaine manière, on peut le dire.
C'est-à-dire que, en fait, c'est plutôt la convergence du spiritisme naissant, effectivement, au milieu du 19e siècle, et les vieilles querelles autour de ce qu'on appelait le magnétisme animal, c'est-à-dire les trans somnambuliques, les bacs mesmériens. C'est quoi les bacs mesmériens? En fait, c'était les recherches du médecin Anton Mesmer, Oui. Qui, à la fin du XVIIIe siècle, pensait avoir trouvé une sorte de cure qui consistait à placer des gens tous ensemble autour d'un baquet avec de l'eau, Oui. de les faire tenir des tiges en fer qui plongeaient dans l'eau, et selon Mesmer, une sorte de magnétisme, il appelait ça le magnétisme animal, en référence, en analogie au magnétisme des aimants, était censé traverser les personnes alors présentes et guérir les maladies nerveuses. D'accord. Voilà. Ok. Et autour de Mesmer, à la suite de Mesmer, d'autres chercheurs, souvent des aristocrates, avaient réussi à mettre en transe leur sujet, transe particulière qui ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle l'hypnose aujourd'hui, dans lesquelles ces personnes étaient soudain dotées de facultés étonnantes comme la clairvoyance, ce qu'on appellera plus tard la télépathie, etc. D'accord. Et les sciences psychiques, donc la génératrices de la parapsychologie moderne, en fait, sont nées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de la convergence de ces débats sur le magnétisme animal et de l'arrivée du spiritisme moderne, qui a vraiment chamboulé la société à l'époque. Ouais. Faut dire que le spiritisme était quand même très très important, hein, en France et en Europe en particulier. Oui, il a débuté aux États-Unis vers 1848. Avec deux jeunes sœurs qui ont prétendu discuter avec le fantôme qui habitait dans la maison, grâce à des raps, c'est-à-dire des coups à travers les murs. Oui, c'est elles qui ont d'ailleurs créé ce code de un coup pour oui, deux coups pour non, voilà. Ce système de communication. Hein. Voilà, parce que des histoires de fantômes dans des maisons, il y en avait depuis l'Antiquité. Oui. Mais la nouveauté du spiritisme, c'est de pouvoir communiquer avec les esprits assez simplement par l'intermédiaire des coups frappés dans les murs et par la suite sur les tables. Donc cette histoire commence en 1848 aux États-Unis. Évidemment, il y a de grosses polémiques sur la réalité des faits racontés par les deux jeunes filles, mais quand même ça se popularise très très vite et ça arrive vers 1850 en Europe et en France. Ouais. Et alors, le spiritisme était à ce point important qu'ils avaient plusieurs quotidiens, je crois, hein, qui existaient. Ils avaient une mutuelle. Enfin, ça avait pignon sur rue. Ça n'était absolument pas considéré comme quelque chose de tout à fait marginal et anodin. Ah oui, non, c'était. Mais de nos jours encore, il y a énormément d'associations à vocation spirit. Ouais. Si ce n'est qu'à l'époque. Non seulement elles avaient pignon sur rue, mais en fait c'était vraiment une nouvelle religion qui était apparue, surtout en France avec le fameux Allan Kardec, dont la tombe est constamment fleurie et visitée de nos jours au Père-Lachaise. Encore de nos jours, oui, c'est vrai. Oui, énormément. Je crois que c'est la tombe la plus visitée, il me semble. Je crois que oui, devant celle de Jim Morrison. Oui, quand même. Oui. Donc le spiritisme a encore des adeptes énormément. Beaucoup en Amérique latine de nos jours, mais on en trouve aussi beaucoup en France. Mais à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que les débats autour du spiritisme, en Angleterre et aux États-Unis, on appelait ça le spiritualisme plutôt que le spiritisme. Donc ces débats avaient lieu aussi dans l'élite intellectuelle et parmi les savants. Ce qui n'est plus le cas de nos jours, en tout cas dans notre monde occidental. Non, Bill faisait, mon bon monsieur, que tout cela. Non. Laissons cela aux petites gens. Oui, surtout les autres qui ont des croyances, c'est jamais nous. Oui, faut pas rigoler. Alors, Grégory Gutiérrez, dans votre livre, vous appelez ça la danse des tables. Et évidemment, c'est la communication avec les esprits. Oui, parce qu'à l'origine, c'est vrai que quand on compulse les quotidiens, les magazines de l'époque en France, notamment l'Illustration, par exemple, qui était vraiment la revue mondaine de référence, on se rend compte qu'il y avait régulièrement des articles sur cette nouvelle mode de la danse des tables ou des tables tournantes. C'était l'occasion de beaucoup de petites bandes dessinées humoristiques dans les quotidiens, et tout le monde, des domestiques dans leur cuisine aux aristocrates ou aux grands bourgeois dans leur salon, se mettaient à tenter de faire tourner les tables. Au point que des grands savants comme Faraday ou Chevreul en France avaient
avaient dû prendre leur plume pour expliquer que tout ça s'expliquait par les mouvements des tables s'expliquaient par des phénomènes assez simples d'ordre musculaire, etc. Mais ça n'a évidemment pas suffi à stopper l'engouement populaire, surtout que parallèlement à ces articles de grands savants qui pesaient de toute leur autorité pour raisonner les foules, on avait d'autres savants qui, eux, disaient « Vous êtes bien gentils avec vos explications, mais nous, on a vu les tables tourner toutes seules, sans que les mains touchent le rebord des tables. » Donc il y a phénomène, donc il y a votre explication n'est pas suffisante. Voilà. Donc le spiritisme, on y croit ou pas, mais les phénomènes qui sont produits dans ces conditions psychologiques, nous on y croit parce qu'on a vu les tables tourner sans l'aide des mains. Voilà. Donc c'est à peu près à cette époque, vers 1850, que se mettent en place les premières sociétés à vocation savante, dont le but est d'essayer de comprendre physiquement et rationnellement, si je puis dire, l'explication de ces phénomènes. Voilà. Et ça a commencé en Angleterre, me semble-t-il. Oui. En Angleterre, à la fin des années 50, je crois, on note l'apparition d'une société qui s'appelle le Ghost Club, le club des fantômes. Ce sont quelques savants intrigués par ces histoires de spiritisme qui décident d'en parler entre eux. Mais le véritable début, c'est sans doute dans les années 1860, la toute récente Société dialectique de Londres, qui est une très sérieuse société savante, qui décide de consacrer une commission pendant de longs mois, peut-être même 2 ou 3 ans, je crois, à l'étude des phénomènes qui se déroulent pendant les séances spirites. Voilà. Ça, c'est la première tentative. Ça, c'est la première fois qu'une communauté de savants se penche sérieusement sur le phénomène. Et alors, la question se pose, parce que ça a été une question importante, évidemment, qui découle de ces phénomènes que l'on n'explique toujours pas d'ailleurs. Est-ce que c'est des fantômes des morts ou des fantômes, entre guillemets, de vivants qui s'expriment? Oui, alors ça, c'est un débat, une dualité qu'on retrouve même en filigrane aujourd'hui entre les différents groupes de parapsychologues qui existent. Elle est déjà très très présente à l'époque, elle est même fondatrice. Est-ce que ces phénomènes qui sont, on va dire, pour utiliser un néologisme, on dirait paranormaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, sont d'origine surnaturelle, c'est-à-dire qu'ils viendraient d'un autre monde, ils seraient issus des esprits, ou est-ce qu'ils sont intrinsèquement dus à l'activité humaine, c'est-à-dire le ressort de ces phénomènes est à chercher dans le cerveau humain ou dans le corps humain, et non pas dans une force mystérieuse et inaccessible qui serait dans une autre dimension ou dans un autre monde, celui de la mort par exemple. Cela dit, on n'a toujours pas la réponse actuellement. Non, mais on a différentes écoles avec différents modèles explicatifs. Voilà. Grégory Gutiérrez, vous restez avec nous, on va s'accorder une pause. Évidemment, vous qui nous écoutez, vous pouvez venir nous rejoindre, participer au débat, nous apporter vos connaissances, et si vous en avez dans ce domaine, vous nous apportez vos questions, 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer des messages par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous envoyez votre réaction, votre question, la question pour Grégory Gutiérrez, qui se fera un plaisir d'y répondre. Votre numéro de téléphone également par SMS si vous voulez que l'on vous rappelle, et vous envoyez le tout au 71 200. Dans quelques minutes, nous allons parler de quelqu'un qui s'appelait Eusapia Palladino. Vous allez découvrir une personnalité exceptionnelle avec des choses réalisées non moins exceptionnelles. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio avec notre invité Grégory Gutiérrez. Nous allons passer en revue les grands phénomènes historiques du monde paranormal. Vous allez voir, il y a des choses absolument étonnantes, hallucinantes qui se sont déroulées depuis la moitié du 19e siècle où la science a commencé à s'intéresser à ces différents phénomènes. Grégory Gutiérez est l'auteur d'un livre qui s'intitule Les aventuriers de l'esprit. C'est aux presses du Châtelet. Alors Grégory, parlons de Eusapia Palladino nous allons parler d'Eusapia Palladino qui a été quelqu'un d'absolument exceptionnel, et vous nous donnerez des exemples de séances juste après la pub. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Comme nous l'avons précisé, Grégory Gutiérrez, nous allons maintenant entrer dans l'histoire de personnages tout à fait exceptionnels. On peut dire que Zappia Palladino était quelqu'un d'exceptionnel quand même. Oui, tout à fait. C'est vraiment une personnalité qui, en plus, a accompagné tout le développement des sciences psychiques, ce qu'on appelait en France la métapsychique à l'époque. Ouais. Elle est apparue dans les années 1870 et elle disparaît de la scène aux alentours de 1905 ou 1910, je crois. Ouais. Donc elle accompagne vraiment toute cette histoire. Alors, qui était-ce et d'où venait-elle? Alors c'était une simple paysanne d'une province italienne, sans trop de culture elle-même. Sans trop de culture elle-même, qui a été approchée au départ par quelques savants italiens, à l'époque justement des tables tournantes et des premières séances spirites, car dans le cadre de son cabinet spirit, enfin des sessions de démonstration qu'elle faisait, se produisaient des événements vraiment étonnants. Par exemple, alors la table qui lévitait toute seule, les rideaux de la pièce qui se mettaient à souffler de manière inexpliquée, comme pris dans une bourrasque très violente, des instruments de musique placés au loin qui étaient joués par des mains invisibles. D'accord. Et on voyait aussi des mains ou des visages qui apparaissaient autour d'elle. Ah oui, c'est quand même, enfin, c'est pas du petit phénomène, quoi. Ah non, c'est vraiment du grand phénomène. C'est du phénomène hollywoodien, dirait-on aujourd'hui. Et donc, dans les années 1870 ou 1880, le futur prix Nobel de médecine français Charles Richet entend parler d'elle et va en Italie pour assister à quelques-unes de ses démonstrations. Au départ, il est assez sceptique, car il se rend compte surtout de la naïveté de certaines des personnes qui sont autour d'elle, qui veulent tellement croire à tout et n'importe quoi, que même quand ils la prennent en flagrant délit de tricherie, qu'elle fait de temps à autre, vont lui trouver des excuses. C'est pas elle, ce sont les esprits qui la manipulent, etc. D'accord. Vous avez cru voir sa main dans le noir, mais c'était celle d'un esprit, etc., etc. Donc au départ, Charles Richet est assez sceptique, mais bien vite, à force d'assister à des séances, il finit par se convaincre. Parce que tout de même, quand c'est lui-même qui contrôle les mains de Zappia Palladino, qui la fouille avant et après les expériences, il se dit non, là, c'est pas possible. Il y a un truc, enfin, il y a quelque chose qui se produit. Voilà, j'ai vu de mes yeux, il se passe quelque chose d'inhabituel et d'inexpliqué. Donc c'est un peu le début de la carrière de Zappia Palladino, qui va déchirer les métapsychistes de l'époque en deux clans. Si on veut synthétiser, il y a du côté européen énormément de spécialistes du sujet qui deviennent défenseurs du cas Palladino, et du côté anglais et américain, des métapsychistes qui sont beaucoup plus circonspects et qui considèrent que, comme de temps à autre, cette brave dame a été prise en train de tricher, ça n'est pas la peine de s'embêter à continuer à faire des expériences avec elle. Oui, elle est absolument plus crédible, quoi. Elle est plus crédible pour les anglo-saxons et elle le restera toujours pour les Européens. Sachant que la règle chez les anglo-saxons, en tout cas à la Society for Psychical Research, la SPR, la Société pour les recherches psychiques, qui est la première grande société savante sur le sujet, la règle est que un médium pris en train de tricher est un médium à jeter à la poubelle, entre guillemets. D'entrée, d'accord. Voilà, il faut être très exigeant là-dessus, pas question de se faire avoir, de se faire berner par des charlatans. Donc on ne veut pas en savoir plus, s'il a triché, on n'en parle plus, on passe à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que l'on a des certitudes qu'elle a réellement produit des phénomènes intéressants? Alors, c'est là que c'est difficile d'avoir des certitudes aujourd'hui. Personnellement, en ayant écrit ce livre et donc m'étant penché sur le dossier, c'est difficile de ne pas être tiraillé entre deux impressions. La première, c'est que, comme l'a surnommé le grand psychologue américain William James, qui était le frère du fameux écrivain Henry James, William James, c'est un peu le père de la psychologie américaine, qui a fait quelques expériences avec Zappia Palladino. Lui-même l'appelait la perfide paysanne. Pour vous donner une idée un peu de l'ambiance à l'époque. Donc, c'est vrai que d'un côté, on se dit, quelle coquine, elle est prise régulièrement en flagrant délit, elle utilise maint trucs et astuces
pour essayer de tromper son monde et de tromper les savants. Et d'un autre côté, on se dit que quand même on a accumulé énormément de témoignages de savants qui certes ne sont pas tous rodés aux joies des illusionnistes, mais qui sont quand même pas tous des idiots pour autant, et qui sont eux-mêmes vraiment convaincus, après avoir assisté à des séances, qu'il se passe des choses vraiment curieuses en présence de Zappia Palladino. Et les savants, ce ne sont pas que des métapsychistes qui sont crédules parce qu'ils veulent absolument croire à l'existence de ces phénomènes. Charles Richer devient métapsychiste en partie parce qu'il rencontre Zappia Palladino. Camille Flammarion, le grand astronome français, est rapidement convaincu que ce qu'il a vu ne peut pas s'expliquer par de la tricherie ou de la manipulation. Voilà. Ouais. Mais on a aussi, c'est moins connu, mais on a aussi en 1905 Pierre Curie, le fameux Pierre Curie de Pierre et Marie Curie, qui participe à des séances d'observation dans un milieu scientifique des phénomènes de Zappia Palladino, et qui est franchement troublé, et qui malheureusement il décède en 1905, mais je pense ne pas exagérer si j'estime que s'il avait vécu après 1905, il se serait peut-être beaucoup plus intéressé à ces sujets qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. Oui. Alors, donnez-nous un exemple de séance de Zappia Palladino qui a laissé ces quelques scientifiques absolument sans voix. Par exemple, elle a vu des centaines et des centaines de savants. Sans doute, la série d'expériences la plus intéressante est celle qui a été faite par l'Institut Général Psychologique en France, l'IGP, entre 1905 et 1908. Ce sont à ces séances que Pierre et Marie Curie ont assisté. Enfin, ils ont fait plus qu'y assister, ils y ont participé. Oui, ils ont participé au protocole expérimental mis en place, etc. Voilà. Henri Bergson était aussi de la partie, le grand philosophe. Darson Valle et quelques autres aussi. Oui, ça va, ça allait bien, quoi. Ça va. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, à l'origine, n'étaient pas eux-mêmes, se réclamaient pas eux-mêmes d'un intérêt particulier pour la métapsychique. D'accord. Ce qu'ils ont fait, donc, c'est étudier Zappia Palladino en essayant de mettre au point toutes les techniques possibles pour éviter la fraude et surtout pour essayer de prendre des mesures. Parce qu'à l'époque, on fonctionnait beaucoup aux séances de démonstration dont le but était de convaincre les participants ou les spectateurs. D'accord. Ici, à l'Institut Général Psychologique, on a fait des séances pour essayer de mesurer les phénomènes. Par exemple, Zappia était placé sur une chaise devant une table et le tout était mis sur un système de pesée qui permettait de peser à chaque seconde le poids de Zappia Palladino, le poids de la table, et quand la table commence à se lever, quel poids va-t-elle faire, quel poids fait Zappia au même moment, etc. C'était vraiment un travail très méticuleux et qui a duré donc de 1905 à 1908 et qui a abouti à un rapport qui évidemment a créé beaucoup de polémiques. Mais qu'est-ce qu'elle produisait comme phénomène lors de ces séances, par exemple? Alors, parmi les plus impressionnants, elle avait une particularité, c'est que Zappia avait une blessure assez profonde sur le crâne, sous les cheveux, qui était supposée émettre un souffle froid très fort pendant certaines séances. Donc beaucoup de personnes ont témoigné avoir elles-mêmes senti ce souffle émaner du haut de sa tête pendant les séances. Ça, c'était pas le plus impressionnant, mais c'était un des premiers phénomènes qui apparaissait. Un autre phénomène récurrent, c'était la lévitation de la table. Ah oui, attendez, expliquez-nous ça. La lévitation de la table. C'est-à-dire que Zappia mettait ses mains sur la table, exactement comme on peut se l'imaginer dans n'importe quel film fantastique de nos jours qui revient sur cette époque. Elle met les mains sur la table, les assistants sont autour d'elle qui lui tiennent les poignets pour vérifier qu'ils sont bien en place. D'autres ont leurs mains sur les genoux de Zappia pour vérifier qu'elle ne se sert pas de ses genoux pour soulever la table. D'accord. Ce genre de contrôle. Et la table finit par se soulever peu à peu, parfois jusqu'à ce que les personnes doivent se lever pour continuer à suivre son mouvement. Donc ce phénomène très curieux a non seulement été vu par des personnes à l'époque, mais a été photographié, notamment lors des expériences à l'Institut Général Psychologique. On a quelques photos d'époque, donc évidemment ce sont des photos en noir et blanc, c'est pas la superbe qualité qu'on pourrait espérer aujourd'hui,
où l'on voit les savants ébahis autour de Zappia et la table qui est en train de léviter à moitié inclinée ou ce genre de choses. Ouais, d'ailleurs, vous avez reproduit ces photos dans votre livre. Hein. Oui, il y en a certaines. Oui, qui sont assez. Alors, il faut assez savoir étonnantes. qu'à l'Institut Général Psychologique, pour se prémunir contre les fraudes possibles, ils avaient placé des manchons en bois dans lesquels ils plaçaient les pieds de la table pour que Zappia ne puisse pas, avec ses genoux ou ses chevilles, coincer les pieds de la table pour essayer de les soulever en soulevant les pieds, par exemple. Oui, tout à fait. Oui. Donc les situations étaient vraiment... Ils essayaient vraiment d'exclure toute fraude possible, sachant que Zappia pouvait frauder quand on lui en laissait la liberté. D'accord. Donc voilà le genre de phénomène qu'elle produisait, donc sans parler des bourrasques de vent qui ont été attestées à de nombreuses reprises. Y compris dans ces conditions aussi drastiques. Y compris dans ces conditions, et y compris par d'autres personnes aussi, comme je pense notamment à Monsieur Flournoy, un psychologue suisse très célèbre à l'époque, qui lui-même avait écrit un livre des Indes à la planète Mars sur les aventures fabuleuses d'une médium de l'époque, qui était très critique sur les prétentions des médiums à effet physique, mais qui, en rencontrant Zappia Palladino et faisant quelques expériences en pleine lumière avec elle, avait fini par se convaincre qu'effectivement, il n'y avait pas que de la fraude là-dedans. Très étonnant. Grégory Gutiérrez, avant la fin de l'émission, nous parlerons de beaucoup de personnages qui ont produit des phénomènes étonnants. Alexis Didier, Jean Guzik, Franek Kluski. Nous parlerons également de Rudi Schneider. Et d'ailleurs, on a une surprise à ce sujet. Vous nous raconterez dans quelques minutes, après cette seconde halte dans notre émission sur Sud Radio, quelques histoires tout à fait étonnantes qui ont été relevées, consignées, qui se sont déroulées durant la guerre 14-18. Vous l'avez rapporté dans votre livre Les Aventuriers de l'Esprit. Vous allez voir, vous qui nous écoutez, c'est vraiment surprenant. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons dans Les Aventuriers de l'étrange de l'histoire de la parapsychologie en Europe, de tous les phénomènes de la parapsychologie. Le lapsus est intéressant. Des phénomènes paranormaux qui se sont déroulés à travers des personnes qui ont marqué l'histoire de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Je vous rappelle que notre standard est à votre disposition, 0826 300 300, 0826 300 300, ou encore par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace. Vous envoyez votre question, votre réaction ou votre numéro de téléphone si l'on doit vous rappeler au 71 200. Grégory Gutiérrez est en notre compagnie, journaliste réalisateur. Il est l'auteur d'un livre paru aux Presses du Châtelet, un livre vraiment très intéressant. Si vous voulez connaître l'histoire des phénomènes paranormaux en Europe, c'est ce livre qu'il faut acheter. Ça s'appelle Les Aventuriers de l'Esprit, une histoire de la parapsychologie. C'est paru aux Presses du Châtelet. Alors, Grégory Gutiérrez, comme on l'a dit, on l'a laissé sous-entendre depuis le début de l'émission, au début du XXe siècle, ça a été vraiment l'âge d'or de la métapsychie qui va devenir après la parapsychologie. Oui, à peu près entre 1900 et 1935-40, à peu près, quoi. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale porte vraiment un coup d'arrêt pendant longtemps aux recherches en métapsychique en Europe. Mais c'est vrai que les années 10, les années 20, les années 30 sont vraiment des années très animées où les médiums, les prétendants à la médiumnité en tout cas, se multiplient. Les débats entre savants s'aiguisent et s'animent de plus en plus. Et les personnes les plus intéressantes et les plus importantes du monde intellectuel et savant se mettent dans l'arène et commencent à discuter de tout ça, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment une époque, on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez dans les colonnes de Libération ou du Monde Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et je ne sais pas quel autre intellectuel d'aujourd'hui se bataillant sur les notions de survivalisme, les phénomènes de Zappia et autres, quoi. Ouais. C'était vraiment, ça avait une importance capitale. Ouais. Alors, durant la guerre 14-18, donc la première guerre mondiale, vous avez retrouvé des cas tout à fait intéressants. Oui, enfin, c'est plutôt à Charles Richet que revient cet honneur. Moi, j'ai retrouvé les enquêtes de Charles Richet. Oui, tout à fait. Oui.
fait, Charles Richet lui-même ne faisait qu'appliquer une méthode de recherche initiée quelques années auparavant par les chercheurs anglais de la SPR qui demandaient autour d'eux, dans le grand public, à récolter les cas d'observation de fantômes, notamment au moment de la mort d'une personne, pour ensuite pouvoir investiguer ces témoignages, exactement comme on fait une enquête autour d'un meurtre. C'est-à-dire, on va chercher les témoignages des personnes qui étaient là quand Madame X a vu le fantôme de son fils lui apparaître pour lui dire une dernière fois au revoir. Alors que le fils en question était à des kilomètres de là sur un champ de bataille et était tué d'une balle dans la tête. Donc, ce genre de cas, les chercheurs de la SPR ont pu en rassembler. Ils ont eu une dizaine d'années pour travailler là-dessus. Les conditions de travail étaient bien plus agréables qu'aujourd'hui pour tous ces grands universitaires qui étaient la plupart du temps rentiers. Donc, il y avait tout leur temps pour travailler sur leur passion. Et à partir de là, avaient publié un des livres fondamentaux de la métapsychique qui s'appelle « Les fantômes des vivants », « Phantasms of the Living » en anglais. Et Charles Richet, pendant la guerre 14-18, s'est dit il n'y a pas plus, malheureusement, plus fécond que des champs de bataille pour récolter d'éventuels récits d'impact télépathique pendant que tel camarade est en train de mourir au combat ou tel fils est en train de décéder. Bien sûr. Donc il avait fait passer un appel à témoignages dans une revue des armées que tous les bataillons alors en guerre avaient pu recevoir et avaient pu lire. Et il avait engrangé comme ça énormément de témoignages qu'il a publiés notamment par la suite dans son monumental traité de métapsychique qu'il fait paraître en 1921. Donc ce sont des témoignages qui confirment en grande partie les propres recherches des Anglais quelques années auparavant. Il faut savoir que Camille Flammarion aussi avait fait le même genre d'enquête historique sur des cas spontanés, quoi. Alors, un exemple parmi d'autres. Oui, même plusieurs exemples, si vous le voulez bien. Ah oui, mais je ne peux pas vous lire tout mon livre. Non. Mais un exemple parmi d'autres, c'est celui du sergent Jean-Jules Bijard, qui était au 124e régiment d'infanterie à l'époque, en juillet 1916, et qui, alors qu'il est en permission chez ses parents, fait un cauchemar dans lequel il meurt sur le champ de bataille, les deux jambes fauchées par un obus. Bon, ça n'a rien d'étonnant quand on est un jeune militaire et qu'on doit retourner à la guerre quelques jours plus tard. C'est vrai. Dans le rêve, il voit distinctement qu'on présente son acte de décès à sa famille. Le lendemain matin, il se réveille, il raconte ça à ses parents, et puis on préfère en rire plutôt que d'avoir peur de ce qui peut se passer quand il va retourner à la guerre. Et quelques jours plus tard, il apprend qu'un de ses oncles vient, lui, de mourir. Ils reçoivent l'acte de décès. Cet oncle est mort pendant une bataille. Un obus lui a arraché les deux jambes, exactement comme dans son rêve. Mais le plus étonnant, c'est que cet oncle se trouve avoir le même patronyme que notre jeune sergent. Il s'appelle lui aussi Jean-Jules Bijard. C'est-à-dire que Jean-Jules Bijard a fait un rêve dans lequel il a cru à sa propre mort fauché par un obus et perdant les deux jambes, et voyant l'acte de décès présenté aux parents. Et 2 ou 3 jours plus tard, il reçoit effectivement l'acte de décès de Jean-Jules Bijard, mort sur le champ de bataille, fauché et perdant les deux jambes. Donc ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres qui sont récoltés à l'époque. On en a d'autres plus troublants, mais ils sont tous du même genre. Par exemple, c'est souvent à travers des rêves prémonitoires que ces choses-là se passent. Par exemple, un autre exemple, toujours en 1916, un camarade de régiment qui a perdu un de ses amis 2 ou 3 jours auparavant, on ne sait pas où il est passé, il est porté disparu. Et dans un rêve, il voit son ami lui dire « Tu m'as abandonné à la croisée de tel et tel chemin, sous un saule. C'est vraiment pas bien de ta part, j'aurais aimé que tu sois là au moment de ma mort. » Donc le jeune militaire confie son histoire à ses supérieurs, qui lui accordent une permission d'une journée pour aller à la croisée des chemins en question, croisée des chemins où il retrouve effectivement enterré là, parmi 2 ou 3 autres cadavres non identifiés, le corps de son ami. Ah oui. Voilà. Donc
alors ça peut avoir l'air étonnant comme ça, Ouais. mais quand on compulse les livres de Charles Richer, de Camille Flammarion, ou les comptes rendus d'enquête de la SPR de l'époque, on se rend compte que c'était très fréquent, et on se dit que ça l'est peut-être encore aujourd'hui, si ce n'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la chance d'avoir des universitaires qui peuvent passer 10 ou 15 ans de leur vie à enquêter méticuleusement sur chacun des cas qu'ils retrouvent pour recouper les informations et pouvoir expulser de ce corpus les histoires qui prêtent à confusion ou pourraient s'expliquer de manière plus rationnelle. Oui, tout à fait. Et oui, il n'y a pas d'organisme, ne serait-ce que pour répondre aux questions que les gens se posent, s'ils ont l'impression ou s'ils vivent réellement un phénomène paranormal. Oui, le problème, c'est surtout que, comme entre guillemets, la science dite officielle exclut ces phénomènes, ces occurrences, ces vécus de ce qui est légitimement vivable et existant. Si une personne vit ce genre de phénomène, s'il arrive à quelqu'un d'avoir un rêve prémonitoire qui se réalise, il se dit soit c'était un coup de chance, mais souvent comme ce sont rarement pour des événements anodins, l'histoire du coup de chance a du mal à passer. Soit il se dit si j'en parle, je vais devenir fou. Voilà. Ou on va me prendre pour un fou. Et de toute manière, la science n'a rien à dire là-dessus. Donc, les seules personnes vers qui je pourrais me tourner, ce sont des charlatans ou des personnes dans des mondes New Age ou spiritualistes. Des illuminés, etc. Plus ou moins illuminés. Je vous dis ça parce que j'ai eu le cas récemment d'une personne à l'Institut Métapsychique qui est venue nous voir, qui est très embêtée parce qu'elle est une scientifique, elle a un doctorat en neurosciences. Oui, donc... Elle travaille dans un laboratoire. Oui. Donc tout va bien pour elle. Oui, ça va. Et puis intellectuellement, ça va, quoi. Intellectuellement, ça va. C'est loin d'être une idiote. Ouais. Mais à côté de ça, il lui arrive régulièrement d'avoir des rêves prémonitoires ou de capter des informations sur des personnes autour d'elle. Et ce qui l'embête beaucoup, c'est qu'elle ne peut pas en parler autour d'elle. Parce que si elle en parle à sa famille, où il y a essentiellement des scientifiques, ou à son travail, où elle fréquente des chimistes, des physiciens, etc., on prend ça à la rigolade, parce que ce n'est pas un sujet sérieux. Donc elle ne sait pas vers qui se tourner. Donc c'est le genre de choses qui fait que, effectivement, de nos jours, donc, il est très difficile pour le grand public, les personnes qui s'y intéressent, de ne pas devenir victime de gogo ou de charlatans, parce que la science se tait. Et lorsque la science se tait, le charlatan paraît. Évidemment. Grégory Gutiérrez, nous allons parler dans quelques instants de quelque chose que je trouve absolument fascinant, c'est les ectoplasmes. C'est vrai qu'il y a des photos que j'ai eu l'occasion de voir qui sont à l'Institut Métapsychique International à Paris, où vous avez pioché donc dans les archives pour rédiger ce livre, des photos absolument hallucinantes, des moulages qui ne le sont pas moins. Nous allons parler de tout ça, parce que alors ça, franchement, et en plus, ça a été dans le cadre, réalisé dans le cadre d'expériences scientifiques réalisées avec des scientifiques tout autour, avec un protocole expérimental énorme. Donc là, il y a vraiment de quoi creuser. Puis nous parlerons également de Rudi Schneider. Vous nous direz qui c'est et on vous réserve une surprise. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Natacha Saint-Pierre, c'était ce silence sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous sommes en compagnie ce soir de Grégory Gutiérrez, qui est journaliste, réalisateur et qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule Les Aventuriers de l'Esprit, paru aux presses du Châtelet, qui retrace toute l'historique depuis le début des scientifiques qui se sont intéressés aux phénomènes paranormaux, avec évidemment toutes les anecdotes qui ont parsemé comme ça ce cheminement. Alors, Grégory Gutiérrez, nous allons parler maintenant de quelque chose que pour ma part je trouve absolument fascinant, ce sont la production d'ectoplasme. Alors, définition, qu'est-ce qu'un ectoplasme? Et ensuite on rentrera un petit peu plus dans le sujet. Alors, c'est quoi un ectoplasme? Alors, un ectoplasme, selon la doxa métapsychique de l'époque, est une manifestation, on va dire, psychophysique, c'est-à-dire qui est due à la psychologie du médium qui est en transe et qui se manifeste physiquement par une production de matière qui semble flotter devant le visage du médium ou au-dessus de sa tête ou contre son corps,
qui ressemble à une petite gaze ou du coton, et qui, au fur et à mesure de la séance, parce qu'il est supposé être animé d'une vie propre, Cet ectoplasme. s'organise peu à peu Ouais. et prend des formes différentes. Ça peut être un visage ou une main, essentiellement. Alors attendez, vous êtes en train de nous dire que un médium, enfin un être humain, assis sur une chaise dans des conditions rigoureuses d'expérimentation, fait sortir une matière de son corps, Oui. d'où d'abord? Alors je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de d'accord. vous dire qu'à l'époque, Oui, c'est un modèle explicatif que l'on posait d'accord. pour rendre compte de certaines manifestations Ouais. que l'on voyait pendant les séances spirites. D'accord. Donc ce modèle a été appelé l'ectoplasmie ou idéoplasmie aussi, idéoplastie, pardon. Mhm. C'est-à-dire le fait que la volonté d'un médium puisse s'incarner dans de la matière. D'accord. Donc il produisait, comme vous venez de le dire, une espèce de coton blanchâtre. Oui. Hein. On peut aussi sur certaines vidéos voir ça comme des sortes de longs filaments de spaghettis qui étaient régurgités par la bouche ou par les narines ou par d'autres orifices corporels. Alors, vous avez dit vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des films de ça? Non, idéoplastie. Ah, pardon, d'accord, ok. Non, oui. idéoplastie. Sur les photos que l'on a de l'époque, évidemment. Oui. D'accord. Et alors, cet ectoplasme, donc, une fois produit par le médium, Oui. prenait une forme, c'est ça, hein, soit une main, soit un visage. Voilà, au bout d'un moment, la forme semblait se condenser. Oui. Parfois, elle était aussi fluorescente. Et en se condensant, commençait à prendre l'esquisse d'une main ou d'un visage, d'un menton, parfois même d'un pied, c'est arrivé. Oui. Et selon le modèle des métapsychistes de l'époque, cela s'expliquait par en fait les poussières, les peaux mortes issues du corps du médium, toutes les petites saletés qui pouvaient environner le lieu de l'expérience, qui s'aggloméraient peu à peu grâce à la volonté inconsciente du médium. Oui, enfin, ça, c'est une hypothèse, ça. Ça, bien sûr, c'est une hypothèse. D'accord. Et alors, que faisait ce visage, cette main, une fois qu'elle était... Parce que ça flottait en l'air, tout ça, hein? Sa première fonction, pourrait-on dire avec un peu de distance, c'était de fasciner les spectateurs qui étaient là. Ah oui, ça j'imagine. Hein. Et de les convaincre que quelque chose de véritablement surnaturel venait de se produire. Oui. Il y avait parmi les métapsychistes eux-mêmes certains qui n'y croyaient pas et qui au contraire dénonçaient ces histoires d'ectoplasme comme étant des fraudes grossières ou subtiles Oui. qui nuisaient à la volonté de scientificité de la métapsychique de l'époque. Oui. Mais alors, parmi les médiums qui produisaient des ectoplasmes, la plus célèbre en France, c'était une certaine Eva Carrière, Oui. qu'on appelait à l'époque Eva C. Mais le nom de Eva Carrière est lui-même un pseudonyme, qui cache en fait une jeune femme qui s'appelait Marthe Béraud, qui commence à faire parler d'elle en 1905, dans la villa de vacances d'une certaine Carmen Noël, la femme d'un général français très célèbre. Cette jeune Marthe Béraud est alors une domestique qui travaille chez Carmen Noël. Et Carmen Noël est une dame assez, comment dire pour rester respectueux avec cette femme de général, un peu timbrée tout de même. On peut le voir en voyant les rapports d'expérience qu'elle-même pouvait envoyer à certaines revues. D'accord. Qui voulait régulièrement faire ces petites séances de spiritisme. Et pour faire plaisir à Madame Noël, tous les domestiques s'y mettaient, notamment Marthe Béraud. Évidemment. Qui était supposée entrer en transe, et à ce moment-là, des fantômes en chair et en os apparaissaient. Le problème est qu'on a un dossier assez épais sur cette histoire qui a duré 2 ou 3 ans, et notamment les témoignages du cocher et d'autres personnels de cette dame de général, cette femme dame, de général, qui explique que bon, ils se grimaient avec diverses attirails les uns les autres pour jouer une princesse indienne, un pirate, etc. Voilà, le rôle des fantômes, quoi. Voilà. Bon. Donc Marthe Béraud a commencé à se faire connaître dans ce cadre-là. Oui. Et il se trouve que, alors que c'était relativement ridicule quand même, il y a un vernis de scientificité qui s'est accolé à cette histoire,
parce que notamment l'Auguste Charles Richer, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sera un des fondateurs de l'Institut métapsychique quelques années plus tard, va participer à quelques séances là-bas, dans la ville de la Carmen, et en revient, lui, persuadé qu'il a vu des fantômes en chair et en os, ne voulant pas croire aux accusations de tricherie constituées par certains autres enquêteurs. Un peu crédule comme scientifique quand même, hein. C'est-à-dire, à mon avis, rare est le scientifique qui ne se soit jamais trompé dans sa vie. On doit plutôt, à mon avis, reconnaître et louer le courage intellectuel d'hommes comme Charles Richer, que la peur de l'inconnu d'autres chercheurs à l'époque, qui refusaient, par dogmatisme d'une certaine manière, de s'intéresser à ces sujets-là. Et effectivement, là, on peut dire que Charles Richer s'est trompé. Venons-en aux séances de cette jeune femme, de cette domestique qui produisait donc des ectoplasmes. Voilà, donc alors là, elle agit en tant que domestique vers 1905 et le dossier est vraiment pas très solide. Et elle réapparaît quelques années plus tard, vers 1914, cette fois sous le pseudonyme d'Eva C, Eva Carrière. Et cette fois, elle n'est plus domestique, mais elle est devenue la protégée de Juliette Alexandre Bisson, une sculptrice et une artiste elle-même qui vit à Paris et qui s'intéresse beaucoup à la métapsychique et qui organise des séances avec cette jeune femme. Et c'est au cours de ces séances qu'apparaissent les premiers ectoplasmes que va produire Eva C continuellement pendant plusieurs années et qui vont vraiment stupéfier énormément de monde. Donc, on a beaucoup de photos de ces ectoplasmes, parce que Juliette Alexandre Bisson va publier bientôt un livre sur le sujet, avec ces photos. Et alors, ce qui est curieux dans le livre, c'est que les conditions d'expérience telles qu'elles sont décrites par Juliette Alexandre Bisson sont vraiment très bien ficelées, très sérieuses. On a vraiment envie d'y croire en lisant tout cela. Mais quand on regarde les photos elles-mêmes, on se rend compte que la médium, Eva C, donc Marthe Béraud, n'est pas du tout liée, ses mains ne sont pas du tout attachées aux chaises, elle est libre de ses mouvements, elle apparaît parfois complètement nue derrière le rideau spirit, parce qu'il y a toujours un rideau spirit pour cacher le médium à un moment ou à un autre. Donc, les ectoplasmes d'Eva Carrière vont vraiment créer une polémique énorme, parce que les phénomènes sont tellement étonnants qu'une bonne partie des métapsychistes finissent vraiment par s'y rallier, parce que pour eux, ils ont enfin un objet d'étude qui est presque saisissable, puisque ce ne sont plus simplement des lumières ou du vent ou une table qui bouge, mais ce sont vraiment des ectoplasmes qui apparaissent sous les yeux, alors que d'autres les dénoncent comme étant de vulgaires supercheries. Donc l'histoire d'Eva Carrière et des ectoplasmes va occuper la métapsychique pendant de nombreuses années dans l'entre-deux-guerres et va faire évidemment beaucoup d'émules en Angleterre et ailleurs. Alors je ne dis pas que les ectoplasmes sont forcément toujours explicables par des trucs et astuces. Oui, tout à fait. Mais le cas d'Eva Carrière, si on le compare par exemple à Eusapia Palladino, à mon sens, tient moins bien la route. Et alors, en ce qui concerne un autre personnage, Rudi Schneider à ce moment-là. Oui. Alors Rudi Schneider, son parcours est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, parce que lui-même n'a pas du tout la psychologie qu'on prête régulièrement aux médiums. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire les médiums de l'époque sont tous comme Eusapia Palladino, de perfides paysannes, qui vont tricher dès que l'observateur a le dos tourné. Rudi Schneider, c'est un jeune Autrichien, avec son jeune frère Willy Schneider. Il participe depuis tout petit à des séances spirites, vu que le spiritisme était étendu à toute l'Europe depuis longtemps. Oui, tout à fait. Donc il était vraiment fréquent dans chaque famille d'avoir fait au moins quelques séances spirites. Et il se trouve que dans les séances de Rudi et Willy Schneider, des phénomènes vraiment étonnants, à la manière de Eusapia Palladino, se sont vite produits. Donc on a des lévitations, mais cette fois des lévitations des médiums eux-mêmes. Ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'ils se mettent à se lever de leur chaise. On a encore une fois des histoires de bourrasques et de rideaux qui se soulèvent, des instruments de musique qui sont joués par des mains invisibles dans la pièce.
des meubles qui se déplacent, qui semblent se déplacer tout seuls, des attouchements, c'est-à-dire que les personnes sont en cercle dans la pénombre, Oui. tout le monde se tient la main, et puis les médiums aussi, évidemment. Bien sûr, sont tenus. oui. Et on sent des mains invisibles qui viennent vous toucher les épaules, la poitrine, le visage, qui passent les mains dans les cheveux, etc. Donc on a ce genre de phénomène avec Willy et Rudi Schneider. Ce qui est intéressant, c'est que Rudi Schneider va être beaucoup étudié en 1929 essentiellement, en France, par Eugène Hosty, alors directeur de l'Institut métapsychique, et que Eugène Hosty, avec Rudi Schneider, va réaliser plus d'une centaine de séances dans un cadre scientifique, en utilisant comme système de sécurité des rayons infrarouges, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles à tout le monde pendant la séance, qui encadrent le lieu dans lequel sont censés se produire des phénomènes. D'accord, donc déjà c'est une précaution intéressante. C'est une précaution intéressante et très novatrice pour l'époque, parce qu'à l'époque on faisait beaucoup de séances, je l'avais déjà dit, à des fins entre guillemets de prosélytisme, ou en tout cas de démonstration, pour prouver que les phénomènes existaient. Eugène Hosty, lui, a une démarche un peu différente, et il veut réaliser des séances pour essayer de comprendre et de mesurer les phénomènes. Oui. Prouver à la face du monde que ça existe, ça l'intéresse moins que d'essayer de comprendre lui-même ce qui peut se passer physiologiquement et biologiquement dans la tête et dans le corps du médium quand il est en état de transe. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant avec Rudi Schneider, c'est que d'une part, il ne parle pas d'autre langue que son autrichien natal. Donc quand il arrive en France ou en Angleterre, il est vraiment isolé par rapport aux savants qui l'accueillent. Et que surtout, c'est un jeune homme timide, très respectueux, très sage, qui reste très calme pendant les séances elles-mêmes. D'accord, donc vraiment rien à voir avec le côté extraverti ou voilà, rien à voir avec l'extraversion du Nausapia Palladino qui, quand elle est en transe, donc c'est un esprit est censé parler par sa bouche, et l'esprit demande aux personnes de ne pas le regarder, de discuter entre elles, de chanter des ritournelles, etc. C'est-à-dire plein de, ils exigent plein de choses, ces esprits supposés, qui font qu'il est très difficile d'observer raisonnablement ce qui peut se passer dans la pièce au même moment. D'accord. Rudi Schneider, lui, est toujours très calme, accepte tous les moyens de contrôle qu'on lui propose sans même demander en quoi ils vont consister. Donc ça déjà, c'est quand même un atout intéressant. Oui. Et se prête bien volontiers à toutes les expériences qu'on veut bien tenter sur lui. D'accord. Quand il arrive en France en 1919, il a à peine 19 ou 20 ans. Et Eugène Hosty commence tout de suite, dès le jour où le lendemain de son arrivée en France, lui donne à peine le temps de se poser, commence tout de suite des séances avec lui tous les soirs. Ouf, oui. C'est-à-dire qu'on a Eugène Hosty et plusieurs personnes de l'Institut métapsychique qui assistent à la séance. Le jeune Rudi Schneider est revêtu d'un pyjama. Eugène Hosty lui tient tout seul les deux mains et les genoux en les coinçant entre ses jambes à lui, Eugène. Oui. Ce qui est une précaution supplémentaire parce qu'à l'époque, on faisait contrôler les deux mains d'un médium par deux personnes différentes. Ce qui permettait, ce qu'a fait notamment Nausapia Palladino à plusieurs reprises, à l'occasion de quelques à-coups brusques pendant les transes, de faire en sorte que les deux contrôleurs à droite et à gauche finissent par contrôler la même main sans s'en apercevoir. Par exemple, celui de gauche tenait le poignet et celui de droite tenait les doigts, mais il tenait le poignet et les doigts de la même main, et chacun pouvait dire dans la pénombre « je tiens bien la main droite et j'ai bien les doigts de la main gauche entre mes doigts ». Luxe de précaution quand même. Hein. Voilà, donc Eugène, lui, contrôlait avec ses deux mains les deux mains de Rudi Schneider. Et d'ailleurs, Rudi Schneider, pendant les séances, était prostré, c'est-à-dire qu'il était recroquevillé sur lui-même, la plupart du temps quasiment couché sur Eugène Hosty. Il transpirait beaucoup et respirait avec un rythme vraiment très impressionnant. Et pendant ces séances, comme tout médium spirit de l'époque qui se respecte, une entité d'outre-monde était supposée parler par sa bouche. La sienne était une certaine Olga, une figure historique pas très importante de l'époque. Et Olga racontait donc pendant ces séances que bientôt la force, c'est comme ça qu'elle l'appelait, c'est-à-dire la force psychique, sortait du corps du jeune Rudi et allait se déplacer vers la table
où elle devait faire bouger divers petits objets, dont un mouchoir. D'accord. Mais ce que ne savait pas le jeune Rudy, c'est que cette petite table, était bardée de rayons infrarouges, invisibles à l'œil nu. Donc impossible de tricher, qu'une main physique s'approche, quoi. C'est-à-dire, voilà, quelle que soit la main, que ce soit celle de Rudy Schneider, d'Eugène Austin ou de n'importe qui d'autre, ou même un bâton ou n'importe quoi, si quelque chose essayait de pénétrer cette petite zone, tout de suite, le flash de magnésium des appareils photo qui étaient placés autour de la salle se déclenchait. Se déclencher, d'accord. Ou par la suite, une petite sonnette d'alarme qui permettait de savoir pendant combien de temps le faisceau lumineux, infrarouge, était coupé. D'accord, ok. Voilà. Alors dans ces conditions, ce qui est très intéressant dans ses recherches aussi avec Eugène Austin, c'est qu'il en a fait près d'une centaine de séances. Donc une vraie reproduction, d'accord, oui. Voilà, Oui. chaque séance durant plus d'1 heure la plupart du temps. Oui. Alors dans ces conditions, quelques petits phénomènes timides se produisent, qui sont au départ assez déprimants pour Eugène Austin, qui a lu les comptes rendus d'autres chercheurs. Dithyrambique, avec de gros phénomènes, voilà, avec des choses phénomènes importantes. plus impressionnants. Ouais. Mais en revanche, il découvre quelque chose de très étonnant, c'est qu'à chaque fois que l'esprit d'Olga, par la bouche de Rudy Schneider, affirme que la force est en train de sortir du corps de Rudy, Oui. est en train d'approcher la table, au moment où elle approche la table, les rayons infrarouges sont effectivement coupés. Pardon, excusez-moi. Oui. Ils sont effectivement coupés comme par une main invisible. Alors qu'il n'y a rien et que, je le rappelle, il y a un gars de chaque côté qui lui tient les mains, enfin avec un luxe de précaution inouï, quoi. Voilà, non, alors justement, là il y a juste Eugène Austin qui tient les deux mains pour vérifier que le coup de la seule main contrôlée par deux personnes ne peut pas avoir lieu. Mais effectivement, et surtout, quand dans les premières séances, les rayons infrarouges sont coupés, ça déclenche automatiquement des prises de vue, des appareils photo. Oui. On développe ces appareils photo. Ouais. Et il n'y a rien d'étonnant sur la photo, mais surtout, Rudy Schneider est toujours prostré, Eugène Austin est bien à sa place, les autres assistants sont bien là, chacun à leur place. Personne n'est venu couper le rayon infrarouge. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Au départ, Eugène Austin se dit, il doit y avoir un problème avec mes appareils de mesure. Oui. Les petits miroirs qui reflètent les rayons infrarouges. Les rayons infrarouges, voilà, un problème. Voilà. Donc il vérifie encore et encore énormément de fois son système, il fait plein de tests différents et non, le système fonctionne bien. Il recommence des tests, mais cette fois, au lieu de déclencher un appareil photo lorsque la force arrive près de la table, parce que l'appareil photo déclenche un flash et le flash réveille Rudy, donc il faut après attendre encore une demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'il replonge en état de transe. Ouais. Donc à la place des flashs lumineux, il remplace ça par des sonneries de téléphone de l'époque. Ce qui fait que quand le rayon infrarouge est coupé, on le sait tout de suite par ces retentissements de petites sonneries. Et surtout, on peut calculer le temps pendant lequel le rayon infrarouge est coupé. D'accord. Et là, Eugène Austin se rend compte qu'encore une fois, à chaque fois que l'esprit d'Olga annonce que la force s'approche de la table, le rayon infrarouge est coupé. Ça se produit, oui. Voilà. Et quand Olga dit la force est toujours près de la table, la sonnerie continue à retentir. D'accord. Alors pour perfectionner son test une dernière fois, parce que jusqu'ici il avait réalisé un système de miroir qui permettait de faire circuler le même rayon infrarouge autour de la table, donc on ne pouvait pas savoir à quel niveau exactement, si c'était devant ou derrière la table que le rayon était coupé. Voilà. Donc il perfectionne son matériel en créant deux rayons infrarouges, un qui se trouve devant la table et un autre derrière. Ce qui fait que si la force vient par derrière, c'est le rayon de derrière qui sera coupé et pas celui de devant. Voilà. Donc ça lui permet de savoir spatialement où se trouve la coupure du rayon. Et alors, les autres expériences ont donné quoi ? Et alors, les autres expériences valident le fait que quand la force arrive par un côté, c'est bien le bon rayon qui est coupé, et quand elle arrive par l'autre côté, enfin quand Olga prétend que la force arrive par l'autre côté, c'est bien l'autre rayon qui est coupé. D'accord. Comme si effectivement il y avait un corps semi-opaque et transparent, invisible à l'œil nu,
qui passait par là et qui absorbait une partie des rayons infrarouges. Oui. Ce qui veut dire que cet esprit d'Olga, appelons-le comme ça, parce qu'on n'a pas d'autre mot pour le moment, produisait donc, arrivait, était invisible, avait une certaine consistance suffisante pour au moins couper le rayon infrarouge. Tout à fait, oui. Et était invisible, donc c'est voilà. Voilà, il était invisible. Alors, Eugène Hosty va bientôt considérer que donc il a mis en lumière, pourrait-on dire sans jeu de mots, une nouvelle force psychique. Il appelle ça la force psychique, quoi, qui, selon lui, est intimement liée, à l'activité physiologique du jeune Rudy. Oui, qui était prostré, qui se mettait dans un état de... Voilà, alors l'état dans lequel se trouve Rudy pendant les séances est particulièrement impressionnant, parce que il est dans un état de crise de nerfs vraiment particulier, et surtout, il est en hyperventilation continuelle. L'hyperventilation, c'est donc quand on respire très profondément et de manière très très rapide pendant de longues minutes. Alors, dites-moi, est-ce qu'il a produit des ectoplasmes, Rudy Schneider ? Alors, il est censé en avoir produit dans d'autres occasions, mais pas avec Eugène Hosty, sauf pendant la deuxième ou troisième des 100 séances et quelques qui auront été faites, qui étaient malheureusement, comme les appelait Eugène Hosty, des séances pour voir. D'accord. C'est-à-dire des séances pendant lesquelles il n'avait pas mis en place son système de rayons infrarouges. Il voulait juste voir comment ce jeune médium se débrouillait pendant une séance pour voir ce qu'il était possible de faire avec lui. Alors justement, Grégory, vous nous avez fourni, c'est un document qui vient de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, un enregistrement. On est dans les années combien avec Rudy Schneider ? Alors l'enregistrement qu'on va écouter vient des archives de l'Institut, mais c'est un enregistrement sonore qui nous provient en fait de la Society for Psychical Research, qui en 1931, après les résultats curieux et encourageants de Eugène Hosty, a tenté de reproduire les phénomènes de Rudy à Londres. Voilà. Alors, vous nous avez dit qu'il se mettait dans un état incroyable d'hyperventilation pour produire ce phénomène. C'est ça, c'est une séance entière qui a été enregistrée. Donc, vous qui nous écoutez là derrière le transistor, vous allez entendre ce son, le son de Rudy Schneider. Nous sommes en 1931. 1930 ou 1931. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce qu'on va entendre là, ce sont quelques secondes. Mais le plus curieux, c'est que Rudy Schneider était dans cet état de respiration très très rapide. Vous allez voir, ça ressemble à un train lancé à grande vitesse, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sans s'arrêter. Ce qui est énorme. Je vous encourage à essayer de faire ça pendant 5 minutes, vous verrez dans quel état vous êtes. D'accord. Alors, faites silence chez vous, derrière votre transistor, et écoutez la respiration haletante de Rudy Schneider. Nous sommes en 1930-1931, et pendant cette respiration, il produisait le phénomène dont on vient de parler. Écoutez. Vous avez entendu cette respiration à une rapidité extraordinaire, et les voix que l'on entend derrière, c'était les expérimentateurs qui étaient autour de Rudy Schneider. Voilà. Parce qu'il faut savoir un détail, c'est que c'est un document étonnant. Oui, c'est un document étonnant, et c'est absolument hallucinant, ça. Voilà, vos auditeurs ont beaucoup de chance parce que ce document n'a pas dû être entendu depuis les années 30 sans doute. Il dormait dans une des caves de l'Institut Métapsychique, et on l'a retrouvé en faisant du rangement. Merci de nous l'avoir communiqué pour qu'on puisse. Alors juste un détail, c'est que les phénomènes curieux apparaissaient pile au moment où on entend de temps à autre Rudy s'arrête de respirer. Il est en état de prostration intense. Et c'est à ces moments-là, quand il arrêtait de respirer, que des choses bizarres se produisaient autour de lui.
Et Eugène Austin pensait que cette force psychique inconnue qu'il était en train de mettre en lumière était intimement liée à ce rythme respiratoire très fort qui produisait un surplus d'énergie dans son corps au niveau musculaire ou au niveau nerveux. Et que ce surplus d'énergie, vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce surplus d'énergie musculaire se transformer d'une manière qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'a pas su expliquer à l'époque, en force qui pouvait agir à distance, ou au moins bloquer des rayons infrarouges à distance. Voilà. Grégory Gutiérrez, vous restez avec nous, une pause et on va évoquer encore d'autres personnages extraordinaires qui réalisaient des prouesses, Alexis Didier, Jean Guzik ou encore Franek Kluski, et on va parler avant tout cela quand même tout à l'heure des moulages ectoplasmiques, parce que ces ectoplasmes ont donné des moulages que l'on a vus à Toulouse il y a quelques années d'ailleurs et qui sont toujours à l'Institut Métapsychique International de Paris, et ces moulages quand même posent pas mal de questions. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Adios Lepido, c'était Juanes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Grégory Gutiérrez est en notre compagnie, journaliste réalisateur. Il est l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule Les Aventuriers de l'Esprit. C'est toute l'histoire de la parapsychologie depuis le début, donc la moitié du 19e siècle. C'est paru aux presses du Châtelet. Grégory Gutiérrez, après avoir écouté ce son extraordinaire, ce document de Rudi Schneider en train de haleter et de produire le phénomène, en étant trivial, ça a foutu les pétoches à Carole Murino, notre réalisatrice, qui a eu du mal à s'en remettre quand même. C'est vrai que c'est un son qui est impressionnant quand même. Hein. Oui, mais qu'elle se rassure, jeune Rudy était quelqu'un de très gentil et qui faisait pas de mal à une mouche. Oui, non, très très bien. Alors, Grégory Gutiérrez, parlons des moulages d'ectoplasme. Alors, je rappelle l'ectoplasme est cette matière produite par un médium. Vous nous l'avez dit, qui prenait une forme de visage, de main ou de pied. Et il y a des moulages des productions de ces ectoplasmes. Comment est-ce que ça a pu se produire, ça ? Ça a pu se produire parce que à l'époque, les membres de l'Institut Métapsychique, qui a été fondé en 1919, tentaient de rationaliser ces études. Et donc, rationaliser veut dire produire des données objectives. Donc, pour essayer de produire des données objectives à partir de médiums à effet physique, d'apparition de fantômes, pour faire simple, autant essayer de capturer des empreintes de ces fantômes. Vu que par définition, on va pas pouvoir arrêter le fantôme et le mettre sous des verrous pour l'étudier tranquillement après. On peut au moins essayer d'en garder une trace pour pouvoir étudier son passage. Donc les moulages ectoplasmiques, c'est une recherche du tout début des années 20, faite à l'époque par le premier directeur de l'Institut Métapsychique, le médecin Gustave Gelée, qui fait venir à Paris un médium célèbre chez lui, Franek Kluski, qui a une particularité, c'est que donc, un peu à la Eusapia Palladino, il fait des séances spirites, il se produit des phénomènes curieux autour de lui pendant ces séances. Alors lui, il a une spécialité, ce sont des petites lumières, alors qui vont être attestées par Gustave Gelée, mais par beaucoup d'autres personnes, dont Camille Flammarion et sa femme, Charles Richet et d'autres qui les verront lors des séances que va donner Kluski à Paris. Ce sont des petites lumières bleutées qui semblent apparaître au-dessus de l'assemblée réunie, qui montent vers le plafond, au point que des fois, dans la pénombre, on voit les moulures du plafond. Un peu comme des petites lucioles, on a ces lumières évanescentes qui apparaissent et qui disparaissent, et qui laissent la place, au bout d'un moment, à des esquisses de mains lumineuses qui se baladent au milieu de l'assistance, qui viennent parfois toucher les personnes qui sont là. Des mains, hein ? Oui. Donc j'imagine que là, votre assistante doit trembler de peur. Oui. Mais des mains comme ça, enfin des mains qui s'arrêtent au poignet, quoi, je veux dire... Oui, voilà, des mains qui s'arrêtent au poignet, exactement comme on peut imaginer aujourd'hui dans... Les films fantastiques ou d'horreur ont repris ces thématiques énormément. Dans Addams Family, par exemple, il y a une main qui se balade. Voilà, c'est sans doute un hommage aux mains ectoplasmiques de la belle époque de la métapsychique. D'accord. Donc, ces mains flottaient en l'air, hein, on est d'accord. Voilà, ces mains flottaient en l'air à la vue de tous.
Donc ça posait un gros problème de logique, Oui. vu que au même moment, les mains du médium étaient censées être bien contrôlées par tout le monde. Oui. Donc l'idée qu'a eue Gustave Le Lay, ça a été d'essayer de prendre des empreintes de ses mains pour pouvoir les comparer ensuite aux mains du médium. Il faut savoir qu'auparavant, on avait déjà fait des tentatives de capturer des empreintes de mains de fantômes. Par exemple, Zappia Palladino, dans les années 1880, on demande aux esprits qui sont là de poser leurs mains sur des assiettes en verre fumé pour pouvoir obtenir l'empreinte de la main. D'accord. Le problème, c'est que quand après on comparait ces empreintes de mains de fantômes à l'empreinte de la main de Zappia Palladino, eh ben on retrouvait exactement la même empreinte. D'accord, oui, donc... C'est ce qu'il faisait dire à Charles Richer au début, tous ces gens-là sont bien naïfs, parce que ce sont les mêmes empreintes, donc c'est la même personne, donc c'est que Zappia a réussi à libérer sa main pendant l'expérience, mais d'autres lui disaient non, c'est parce que le fantôme est produit par l'énergie, par la volonté de Zappia, donc il revêt les mêmes caractéristiques physiques que la main de Zappia. Bon, c'était des subtilités à non plus finir entre spécialistes là-dessus. Mais pour ce qui est intéressant avec Franek Kluski au tout début des années 20, c'est que Gustave Le Lay met au point un baquet d'eau chaude mélangée à de la paraffine. La paraffine, c'est de la cire, comme la cire de nos bougies. Oui, fondue. Voilà, donc la paraffine est fondue, maintenue à l'état liquide dans l'eau quasiment bouillante. Oui. Ce bac de paraffine est pas très loin du médium, à 50 ou 60 cm. Et lorsque les mains apparaissent, on demande au médium d'intercéder auprès des esprits pour que les mains veuillent bien sagement venir se tremper dans le bac de paraffine et donc en ressortir dégoulinantes de paraffine. Et comme ce sont des mains de fantômes, au bout d'un moment, tout fantôme qui se respecte disparaît. Et il ne reste plus que la paraffine, c'est-à-dire qui devient un gant de paraffine qui s'est en quelques secondes solidifié à l'air libre, à température ambiante. Et alors, attendez. Revenons. La main flotte, ok ? Donc voilà. La main ectoplasmique. Voilà. Elle flotte. Et l'expérimentateur demande donc au médium de plonger cette main fantôme dans le bac de paraffine. Le bac de paraffine est à combien de... Le bac de paraffine est selon les rapports à entre 50 cm et peut-être 1 mètre maximum de Franek Kluski. D'accord. Donc, et pendant ce temps-là, les mains de Kluski sont fermement scellées. Scellées, maintenues par des expérimentateurs qui vérifient, etc. Qui sont de plus des expérimentateurs aguerris, vu que ça fait maintenant des dizaines d'années qu'ils font ce genre d'expérience. Ok. Donc, la main fantôme, donc cette main qui flotte, plonge dans la paraffine. Oui. Et elle en ressort. Évidemment, dégoulinante de paraffine. Voilà. Donc, elle a une consistance, je veux dire. C'est que si la paraffine colle dessus, se donc pose on se dessus, dit, elle est là physiquement, la main. Voilà, c'est que physiquement, il y a une vraie présence. Quoi. Tout à fait. D'accord. Et alors, ensuite, la main donc disparaît, réintègre le corps du médium, enfin l'ectoplasme. En tout cas, elle disparaît à la vue des gens. D'accord. On ne la voit pas rentrer dans le corps du médium, ou on la voit juste disparaître. Alors, elle se dissout. Un bémol tout de même. Oui. Et il y a eu des expériences qui ont été faites à Varsovie, avant celle de Gustave Le Lay, où avec le même procédé. Je dis peut-être une erreur, c'est peut-être juste après celle de Le Lay. Avec exactement le même procédé dans lesquels on a affirmé avoir vu les mains translucides plongées dans la paraffine. Mm-hmm. Mais pour ce qui est des expériences qui nous intéressent à Paris en 1921 ou 22, bizarrement, et ça, quelques critiques n'ont pas raté la chose et l'ont bien souligné, alors que les mains étaient lumineuses pendant qu'on était dans les phases d'observation du phénomène, lorsqu'on arrive aux phases avec le bac de paraffine, soudain, les mains, on les sent toujours parce qu'elles viennent vous caresser les cheveux ou autre, mais elles ne sont plus lumineuses. Elles sont éteintes. Et donc, on entend à un moment une main fantôme plongée dans la paraffine, en ressortir. Et quand on allume la lumière quelques minutes plus tard, on a un gant de paraffine solidifié qui vient de se déposer sur la table face à tout le monde. D'accord. Voilà, donc... Et alors, ils en ont fait des moulages de ces gants de paraffine. Alors, on en a fait des moulages, vu que ces gants de paraffine creux
la paraffine ayant durci, exactement comme une bougie, quoi. Exactement comme un fromage dont je ne tairai la marque, mais c'est fromage rouge petit, enrobé de cire. Oui. Voilà. Donc on peut remplir ces gants de paraffine avec du plâtre liquide. Oui. Et en peu de temps, le plâtre se solidifie. Voilà, et on peut dès lors enlever la paraffine et on a un superbe moulage de main. D'accord. Donc ce sont essentiellement des moulages de main fantômes. Oui. On a aussi 2 ou 3 exemples de moulages de bas du visage, c'est-à-dire des mentons. Qui sont apparus comme ça en l'air Oui, qui seraient des esquisses de visage qui seraient apparues en l'air. Et on a aussi au moins un, mais peut-être 2, moulages de pieds. D'accord. Alors ce qui est très curieux avec ces histoires de moulage, c'est que ces mains ou ces pieds sont en miniature. C'est-à-dire qu'elles ne correspondent à la taille d'aucune main des personnes qui se trouvaient là pendant les expériences. Oui. Et qu'elles sont bien trop petites pour être des mains d'adultes. D'accord. En revanche, elles n'ont pas la forme d'une main d'enfant ou de petit enfant. D'accord. C'est vraiment une réduction de main d'adulte, quoi. Voilà, c'est une réduction de main d'adulte ou une réduction de pied d'adulte. D'accord. Et alors, au niveau, si on se fait l'avocat du diable, ou plutôt si on se fait le sceptique de service, on peut se dire, bon, très bien, comme par hasard, les mains n'étaient plus lumineuses au moment où on utilise les bacs de paraffine. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le médium qui a plongé la main, etc. Mais déjà, il faut supposer que Gustave Gelée et ses amis de Limy à l'époque étaient d'une naïveté incroyable pour, après des dizaines d'années pour certains de recherche sur ces médiums-là, ils se laissent encore avoir par des trucs et astuces simples, comme le fait de faire contrôler une seule main par 2 personnes. Mais surtout, les mains de Franek Kuski étaient des mains bien épaisses qui n'ont rien à voir avec les mains qu'on a obtenues. Oui. Donc il n'y a aucune chance pour que ce soit lui qui ait plongé sa main dans la paraffine alors qu'il avait les 2 mains tenues par 2 expérimentateurs, etc., quoi. Alors voilà, donc cette critique-là peut être disqualifiée. Une autre que l'on peut faire serait que les moulages de paraffine seraient introduits avant l'expérience par Franek Kuski ou par l'une des personnes assises autour de lui qui serait son complice, et que ce seraient ces gants de paraffine qui seraient posés à la fin de l'expérience. Alors pour se prémunir contre cette hypothèse, Gustave Gelée, lors de quelques expériences, introduit dans le bac de paraffine un petit produit chimique qui a la particularité d'être légèrement bleuté quand on le mélange avec un autre produit. Donc il introduit ce petit produit chimique à l'insu de tous au début d'une des séances, et lorsqu'il récupère un gant de paraffine à la fin de la séance, il en prend un petit bout, il fait cette réaction chimique pour voir si la couleur bleutée va apparaître ou pas. Ça correspond à ce qu'il a fait. La couleur bleutée apparaît, donc le gant a bien été réalisé avec la paraffine qui se trouvait dans le bac au début de l'expérience. Il n'a pas été amené en cours de route, et il n'a pas été préparé auparavant, quoi. Mais alors dites-moi, attendez, Grégory Gutiérrez quand même. Parce que alors là on nage en plein. Vous vous rendez compte qu'on est en train tranquillement de discuter là dans les aventuriers de l'étrange de moulage de mains de fantômes. Oui, je m'en rends compte. Là quand même tranquillement là aux alentours de 23h33, des moulages de mains de fantômes qui ont été réalisés. C'est proprement hallucinant. Oui, alors c'est hallucinant, c'est clair. C'est difficilement croyable, même avec toute la bonne volonté du monde. Ces moulages sont vraiment fascinants. Vous les avez eus entre les mains Bien sûr, oui, ils sont à l'Institut Métaphysique, mais je préviens tout de suite vos auditeurs, ils ne sont pas on peut pas aller visiter gratuitement l'Institut pour jouer avec. Voilà, pour aller les regarder, les tripoter ou les découvrir. Ils sont bien enfermés et bien protégés, parce que pour nous c'est une sorte de trésor historique. Oui, ça, incontestablement. Oui, tout à fait, oui. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, ces expériences de moulage ectoplasmique, certes, vont convaincre quelques personnes et non des moindres, comme l'auteur de Sherlock Holmes, qui va écrire une histoire du spiritisme quelques années plus tard. Sir Arthur Conan Doyle. Voilà, tout à fait. Histoire du spiritisme dans laquelle, dans les derniers chapitres, il donne comme preuve expérimentale de la survie de l'âme humaine les expériences du docteur Gustave Gelée à l'Institut Métapsychique à Paris. Donc
donc ces moulages ectoplasmiques vont vraiment connaître une grande renommée à l'époque. Et de nos jours encore, vous allez dans n'importe quel rayonnage ésotérique, magie, etc., des librairies, vous trouverez des ouvrages qui reproduisent ces moulages. Oui, mais enfin y bon. compris le mien. Oui. sans parler, sans aller dans des hypothèses aussi lointaines et aussi peu, comment dirais-je, convaincantes que l'existence de quelque chose après la mort, ça on n'en sait rien encore pour le moment. Mais là, déjà, ces expériences et ces résultats, à eux seuls, sont proprement stupéfiants. Ils sont stupéfiants parce qu'ils donnent à voir on pourrait dire, entre guillemets, un objet paranormal. Oui. C'est-à-dire que c'est plus simplement un récit de la belle époque qui est passionnant à lire en soi parce que ça nous fait remonter. Oui, c'est joli, c'est poétique, c'est fantastique, c'est ce qu'on veut. C'est fascinant, c'est paranormal. Mais les objets sont encore là. On peut encore les toucher, on peut encore les photographier. Donc d'un seul coup, la réalité de cette époque surgit et nous attrape en pleine face. Oui. Et c'est vrai que quand on tient ces moulages dans la main pour la première fois, on est tout de même assez ému. Se dire que c'est les moulages que Gustave Gelée et d'autres de l'Institut ont touchés, ont fabriqués d'une certaine manière. Alors le problème avec ces moulages, c'est que ça ne va pas convaincre la communauté scientifique pour autant de s'intéresser au phénomène de la métapsychique. Ouais. Pour une raison en particulier, et là-dessus on peut en vouloir à Gustave Gelée pour son choix, c'est que Gustave Gelée a choisi de publier les rapports d'expérience. Ils ont fait énormément, des dizaines d'expériences avec Franek Kluski, mais au lieu de suivre un ordre chronologique en publiant jour après jour les expériences avec minute après minute comment elles se sont chacune passées, il choisit de faire un rapport plus synthétique où il va dire voilà, au lieu de faire un rapport chronologique, je vais vous faire un rapport par phénomène. Donc d'abord tous les phénomènes lumineux. Alors telle date à telle heure, il s'est passé ça. 10 jours plus tard, telle date à telle heure, on a vu ça, etc. Ensuite, les phénomènes de luminescence sous forme de main, telle date à telle heure, etc. C'est-à-dire qu'il s'occupe, il met un peu la charrue avant les bœufs, si on veut, en rangeant d'office les phénomènes du plus trivial au plus incroyable. Le plus incroyable étant évidemment la production des moulages. Voilà. Mais dites-moi, Grégory Gutiérrez, est-ce que, je suppose que ces savants se sont posé la question, est-ce que il y a pu y avoir dans ces gants de paraffine des petits bouts ou des restes d'ectoplasme? Non, pas à ma connaissance en tout cas. Mais non, je ne pense pas. Non, c'était vraiment des. Alors il y a bien un ou deux moulages sur lesquels on voit sur le dos de la main des petits poils, comme des poils de main, qui sont restés collés au moule en plâtre. Donc on se dit que ces poils ont dû être faits prisonniers de la gangue de paraffine et se sont retrouvés après prisonniers du plâtre, quoi. Du plâtre, merci. Donc, on peut risquer une hypothèse. Soit la main de fantôme est vraiment incarnée au moment où elle est là, avec des ongles, des poils, etc. Soit ce sont les poils d'une personne qui se trouvait là et qui se sont retrouvés, indice malencontreux d'une tricherie, arrachés de la main de son possesseur au moment où il... Mais dites-moi, ces poils pris dans le plâtre, on pourrait en faire une analyse ADN ? Bien entendu, on pourrait en faire une analyse ADN et essayer de retrouver les descendants de Franek Kluski, par exemple, pour comparer les ADN. Et voir. Ouais, c'est effectivement quelque chose qui serait intéressant à faire. Bon, je note. Je note, à faire prochainement. Voilà, appel à financement pour tous les généreux donateurs de l'Institut Métapsychique. Il faut acheter beaucoup de matériel pour faire ce genre de travail. J'imagine. Grégory, une pause, histoire de se remettre un peu, de laisser Carole Murino, notre réalisatrice, récupérer un peu ses esprits. D'accord. Et esprit, sans jeu de mots. On fait une pause et on se retrouve pour parler encore d'autres personnages qui ont produit des phénomènes tout à fait étonnants. Je veux parler d'Alexis Didier, par exemple, ou on évoquera également Jean Guzik, si vous le voulez bien. Très bien. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
La chanson s'appelle Schengen, c'est Raphaël qui la chante dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous savez que vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos questions par SMS et Dieu sait s'il y a des questions. Enfin moi ça m'arrive dans la tête là après cette histoire de mains ectoplasmiques, c'est absolument fascinant. Vous nous les envoyez au 71 200, vous tapez Sud, ensuite un espace, votre question, votre réaction et vous nous la faites parvenir. Monique de Nîmes nous a envoyé ce petit SMS tout à fait gentil. Merci Louis de nous faire passer de si belles émissions, je ne les rate jamais. Merci. Et elle rajoute même je les enregistre. Fort bien. Nous aussi Monique, on les enregistre. Et d'ailleurs, vous pouvez sur internet, sur le site sudradio.fr télécharger ces émissions. On appelle ça le podcast. Ne vous gênez pas, c'est à votre disposition. Si vous avez raté même les émissions précédentes, elles y sont bien entendu. Nous sommes en compagnie sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange de Grégory Gutiérrez, réalisateur, journaliste et auteur d'un livre passionnant dont nous parlons depuis 10 heures. Ce livre s'appelle Les Aventuriers de l'esprit, c'est l'histoire de la parapsychologie. C'est paru aux presses du Châtelet, c'est vraiment un extraordinaire bouquin avec des photos à l'intérieur d'ailleurs. Des photos de Rudi Schneider notamment, de Zappia Palladino également, et des photos également de ces productions ectoplasmique. Mais alors dites-moi, Grégory Gutiérrez, parce que je sens ceux et celles qui sont derrière leur transistor se poser la question, ces phénomènes ectoplasmiques se sont produits il y a plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'ils se produisent encore de nos jours? Voilà une question intéressante. Oui, c'est... Comme dirait notre président. Quand il est devant une question gênante. Voilà. Alors ces phénomènes, d'une certaine manière, sont réputés se produire encore. On a notamment eu un exemple de cela il y a quelques années à Paris, lorsque un groupe de médiums spirites d'origine mexicaine est venu faire des démonstrations à Paris. Oui. Malheureusement, on ne peut pas dire que ces démonstrations aient convaincu grand monde, bien au contraire. Moi-même, je n'ai pas pu me rendre à ces démonstrations. Je m'en voudrais, je pense, toute ma vie de ne pas avoir pu venir à ces démonstrations de manifestations d'ectoplasme moderne, pour une fois que j'en avais la chance, car effectivement c'est très rare de trouver des personnes faisant cela en France aujourd'hui, mais d'autres personnes, notamment de l'Institut métapsychique, mais pas seulement, qui ont assisté à ces séances, sont repartis pour la plupart franchement dégoûtés par le coup de jarnacle qu'on essayait de leur faire. D'accord. Mais le principe était un peu similaire, c'est-à-dire que pendant la séance où donc il faut imaginer une trentaine de personnes ensemble dans un grand salon se tenant tous la main, sauf cette fois-ci le médium qui lui était tranquillement assis sur une chaise sans que personne ne puisse le contrôler. Voilà. Ouais. C'était la grosse différence avec aucune vérification de possible, l'époque. donc. D'accord. Voilà. On a eu droit à des mains lumineuses qui se sont baladées, mais le petit produit fluorescent qui permettait de faire briller les mains tombait parfois par terre. Ah. Et laissait des gouttes sur le chemin du fantôme. Oui. C'était un peu gênant. Oui, c'est un peu embêtant, oui. Voilà, oui, ou parfois les petites diodes électriques des appareils photo, on avait interdit de prendre des photos, mais les appareils étaient quand même autour du cou des gens. Ouais. Et il suffit d'avoir une petite lumière rouge de témoin d'appareil photo pour que dans le noir, on puisse voir des choses. Ah oui. Et donc, un fantôme qui passe avec des baskets aux pieds, ça le fait pas. C'est moderne. C'est certes moderne, mais ça le fait pas vraiment. Ouais. Pierre Massias d'ailleurs vient de me faire passer un petit mot. Il m'a écrit sur ce petit mot. C'était le Quarto de Luz. Tout à fait. Et qui ont impressionné Didier Van Keuvelart. Mais Didier Van Keuvelart est un romancier, donc c'est autre chose. Oui, mais c'est vrai que lui a été vraiment impressionné parce qu'il est allé au Mexique auparavant et que voyant ces gens officier au Mexique, il a fini par être convaincu. Ouais. Mais c'est malheureusement pour lui, je pense, l'un des seuls qui était convaincu par ces... Mais dites-moi, Grégory Gutiérrez, est-ce qu'on peut imaginer que parmi les 7 milliards d'individus quand même qui peuplent cette planète, il y en a peut-être une poignée qui peuvent produire ce genre de phénomène encore de nos jours, y compris en Europe occidentale ou aux États-Unis, mais qui, produisant ce genre de phénomène, doivent se dire, peut-être, c'est une hypothèse, surtout j'en parle pas, parce que alors, je vais passer pour le dernier des barrés. Écoutez, oui, on peut faire toutes les hypothèses qu'on souhaite. Ce qui est différent, ce qui est embêtant, c'est que si on suit votre logique,
c'est une hypothèse peut-être, excusez-moi, Oui. un petit peu paranoïaque, parce que ça veut dire, bon, la preuve est certainement là, mais on peut pas le savoir. D'accord. Ouais, Mais ouais. bon, ça laisse la liberté de penser que la preuve est là. Ouais. Mais en plus, c'est un peu faux, parce qu'il y a quand même des groupes, surtout et essentiellement des groupes d'obédience spirit, Oui. mais ce n'est pas un problème pour Non, les non, parapsychologues, Ouais, ouais. qui prétendent continuer à faire ce genre de phénomène. On a notamment eu en Angleterre ou en Écosse, dans la ville de Scole, Ouais. il y a quelques années, un groupe spirit qui s'est réuni pendant plusieurs années et qui faisait des séances spirit à l'ancienne, mais avec comme objet au milieu de la table des appareils photo, des caméras numériques qui tournaient, ce genre de choses, et qui ont obtenu des films franchement curieux, vraiment curieux et difficiles à expliquer. D'accord. Donc la Society for Psychical Research, qui existe toujours et qui officie toujours de nos jours au XXIe siècle, En Angleterre? voilà, Ouais. est allée enquêter sur ces expériences de la ville de Scole. C'est connu comme étant l'affaire des Scole Experiments. Et le rapport qu'ils ont donné était dans un premier temps assez négatif, avec des suspicions de fraude parmi certaines personnes dans le groupe originel, etc. Mais par la suite, certains des enquêteurs de la SPR, qui partaient avec un a priori assez négatif sur les résultats de ces expériences, au fil du temps, en assistant de plus en plus à ces expériences, ont fini par retourner leur veste d'une certaine manière, et pensent aujourd'hui qu'il y a effectivement des phénomènes d'ordre, entre guillemets, spiritualiste, qui pourraient se passer lors de ces séances. D'accord. Donc, de nos jours, comme à la belle époque, d'une certaine manière, on a toujours des histoires de tables tournantes, de spectres qui apparaissent, ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne fait pas la une des journaux comme ça le faisait dans les années 20 ou 30 en France. Oui. Mais donc, on ne sait toujours pas s'il y a des phénomènes de production d'ectoplasme qui a lieu encore de nos jours de manière certaine. Et si, d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel, si vous connaissez des gens qui produisent ces phénomènes, vous nous appelez directement au 0826 300 300 et je peux vous assurer que nous avons tous les scientifiques avec l'esprit ouvert pour pouvoir venir étudier sérieusement ce genre de phénomène sans a priori particulier. Parce que c'est ce qui fait la difficulté de l'appréhension des phénomènes paranormaux, Grégory Gutiérrez actuellement, c'est que la science ne s'intéresse absolument pas, en France du moins, à ce genre de phénomène. Il est même pour la carrière d'un scientifique dangereux de s'y intéresser. Oui, vous faites bien de préciser, en France du moins. Oui. Car depuis les années 50 existe une Parapsychological Association, c'est-à-dire une association des savants qui s'intéressent à la parapsychologie, qui a été fondée dans les années 50 suite aux travaux du chercheur américain Joseph Rhine, qui est le premier à avoir popularisé la parapsychologie en tant que science et terrain expérimental, et plus simplement accumulation de données, de témoignages spontanés, etc. Et cette association, qui est donc une association dans laquelle, pour y entrer, il faut être un savant qui ait publié des travaux sur le sujet, a été affiliée en 1969 à l'Association américaine pour le progrès scientifique. Alors, l'Association américaine pour le progrès scientifique, c'est pas n'importe quelle association de sciences, c'est la principale au monde, qui fédère énormément d'associations scientifiques dans plein de domaines différents, associations d'astrophysique, de pédopsychiatrie, de biologie, de ceci, de cela, et depuis 1969, qui ont accepté que au sein de la communauté scientifique mondiale, en quelque sorte, la société savante qui s'intéresse à la parapsychologie. Donc on peut dire que, au moins d'un point de vue institutionnel, depuis 1969, la parapsychologie a été reconnue comme une science parmi les autres sciences. C'est-à-dire ni plus ni moins légitime que d'autres sciences, parce que les outils qu'elle utilise pour étudier les phénomènes qu'elle prétend étudier sont les outils de la science la plus classique. Donc il y a une petite subtilité ici, c'est que le fait que la PA, l'association parapsychologique, soit fédérée à l'association pour le progrès scientifique, ne veut pas dire que l'existence de ces phénomènes est prouvée et admise par la communauté scientifique, mais elle veut dire que la communauté scientifique considère les parapsychologues
comme des scientifiques légitimes et de valeur. Oui. Après, que vont-ils trouver avec leur méthode de recherche? C'est aux parapsychologues de se débrouiller avec ça. D'accord. Voilà. Mais alors, dites-moi, Grégory Gutiérrez, juste avant de se quitter, le portrait d'Alexis Didier. Si vous le souhaitez, mais Alexis Didier, on va repartir aux années 1840. Ouais. Et je peux vous en dresser un petit portrait rapide, mais je pense que mon collègue Bertrand Meust aura beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, vu qu'il a écrit un livre sur le sujet. Complètement. Mais Alexis Didier, son cas est intéressant parce qu'il se situe entre deux. Vous avez dit au début de l'émission que la parapsychologie, la métapsychique, naissait de la réunion de deux courants, les études sur le magnétisme animal d'une part et le spiritisme d'autre part, qui venait d'arriver en Europe. Oui, tout à fait. Alexis Didier, c'est les années 1840, c'est-à-dire le moment où les polémiques sur le magnétisme animal viennent de s'arrêter, par exclusion après une enquête de l'Académie de médecine française qui décide d'exclure les débats sur le magnétisme animal du champ de la science. Et il disparaît peu d'années avant l'arrivée des tables tournantes en Europe. Donc il est vraiment entre les deux mondes. Il fait un peu charnière. Et c'est un jeune homme qui, magnétisé par son chaperon, en quelque sorte, un monsieur qui était tout le temps avec lui et qui le mettait dans un état de conscience modifié, arrivait de manière extraordinaire à lire la pensée des gens qui étaient autour d'eux, décrire leurs intérieurs, décrire le contenu de boîtes scellées qu'on lui a amenées, etc. Ouais. Alors ce qui est très intéressant avec Alexis Didier, et chose qui est peu connue de la plupart des gens qui s'intéressent même au sujet parce que c'est une information qui a été oubliée pendant longtemps, je pense, c'est que le fameux Robert Houdin, grand illusionniste de l'époque, grand monsieur, grand monsieur et grand pourfendeur des prétentions des prétendants au paranormal. Oui. Donc le fameux Robert Houdin lui-même était allé voir ce prodige d'Alexis Didier avec un jeu de cartes qu'il avait amené lui-même. Donc, quelques enveloppes avec des mots à l'intérieur, etc. On pouvait lui faire confiance sur le fait que là, pour tricher, il fallait se lever de bonne heure, voire voilà, pas se coucher du tout. D'accord. Oui. Et Robert Houdin est ressorti de son entrevue avec Alexis Didier franchement troublé. Il l'écrira même par la suite sous forme de lettres à des amis en disant clairement, écoutez, là, je n'ai rien à dire. Je ne peux pas expliquer comment ce jeune homme a réussi à deviner les cartes que je tirais moi-même de mon jeu. Oui. Et je savais ne pas être un jeu de cartes truqué. Ah, complètement. Il ne l'a jamais touché. C'est mon jeu de cartes à moi, Robert Houdin, vous pouvez me croire. Et ce qu'il a fait devant moi, je suis incapable de le faire moi-même avec toute ma science d'illusionniste célèbre. Voilà. Et quand ça vient de la part de monsieur Houdini lui-même, de monsieur Robert Houdin lui-même, on a tendance à le croire, quoi. On a tendance à le croire. Alors d'autres grands noms de l'époque, comme Alexandre Dumas, par exemple, se sont intéressés à Alexis Didier et ont attesté avoir participé à des séances avec lui. Il faut savoir qu'avec Alexis Didier, on n'est pas comme à l'époque des médiums spirites dans des chambres, dans la pénombre, après 1 heure ou 2 à chanter ou à discuter ensemble pour ménager les esprits. On est en pleine lumière, dans des séances où n'importe qui peut venir et présenter une lettre, qui une boîte scellée, etc. C'est quelque chose, d'une certaine manière, d'encore plus étonnant, parce que c'est le travail d'enquête qu'a fait Bertrand Meust. Les données et les témoignages le corpus est vraiment énorme concernant Alexis Didier, et c'est sans doute l'un des plus étonnants des voyants qu'on ait connus. Grégory Gutiérrez, une petite question à titre de conclusion. Évidemment, c'est la question qui mériterait des heures sûrement pour répondre correctement. Que peut-on faire pour que la science officielle ou l'État français se décide enfin à ne plus laisser le champ libre à tous les gogos, les escrocs, les gourous, les sectes, pour que les phénomènes paranormaux soient étudiés de manière sérieuse et avec des moyens? Je pense que la première chose à faire serait quelque chose qui ne sera jamais fait, mais d'inclure la recherche en parapsychologie parmi les différentes branches scientifiques du programme du CNRS, par exemple. Ou de l'INSERM, par exemple. Sachant que des chaires de parapsychologie ou des laboratoires de parapsychologie existent aujourd'hui autour de nous. C'est-à-dire que le monde continue à tourner, et nous, en France, cartésiens comme nous sommes, nous restons sur notre vision
parfois assez passéiste de la science de grand-papa du 19e siècle. Ouais. Quand je dis nous, ce sont surtout quelques experts qui occupent souvent les plateaux de télévision pour parler au nom de la science. Ouais. Et pour faire en sorte que la parapsychologie devienne un sujet d'étude parmi d'autres en France, bon, évidemment, on peut toujours venir se plaindre de l'attitude des méchants sceptiques qui nous empêchent de travailler, qui nous empêchent d'avancer, etc. Mais peut-être que les parapsychologues français eux-mêmes devraient se regarder des fois et accepter la controverse et accepter que la controverse remplace les polémiques. Ce serait une première manière d'être plus légitime, d'avoir l'air plus sérieux quand on est regardé par des scientifiques qui sont entre guillemets mainstream, quoi. Ouais. Donc c'est une première chose à faire. Essayer d'être soi-même plus rigoureux, plus sérieux dans nos approches et oublier les sempiternelles querelles de personnes qui ont empoisonné le terrain de la parapsychologie en France ces 20 ou 30 dernières années. Très bien. Merci beaucoup Grégory Gutiérrez de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures et de nous avoir fait revivre en condensé évidemment plus de 2 siècles de recherche des scientifiques dans le monde du paranormal. Je recommande ô combien à nouveau votre livre donc Les Aventuriers de l'Esprit, une histoire de la parapsychologie. C'est aux éditions Presse du Châtelet avec évidemment une pensée évidemment pour Nicolas Maillard qui avait commencé à rédiger ce manuscrit que vous avez mené à bien. Merci Grégory. Merci beaucoup Louis. Et dès que vous aurez terminé le montage de votre documentaire sur Maud Christen, nous en parlerons dans cette même émission évidemment. Et avec grand plaisir. Merci et bonne nuit. Bonne nuit à vous, au revoir. Faites de beaux rêves. Il est quand même presque minuit là. Au revoir. Au revoir Grégory. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, Les Aventuriers de l'étrange. Che se Lorio Massarini soutiene di forza. Demain, ce sera les ovnis. Le dossier OVNI, nous en parlerons avec Jacques Patenay, qui est le directeur du GEPAN, qui est un service qui dépend du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, donc qui s'intéresse à ce dossier. Et je trouve ça plutôt sain qu'un organisme aussi puissant que le CNES s'intéresse au dossier des phénomènes d'apparition astronomique un petit peu particulières, où l'hypothèse d'OVNI fait partie des hypothèses d'études. Ça me paraît normal et tout à fait sain pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Grégory Gutiérrez. En ce qui concerne rapidement, vous le savez, l'expérience de télépathie, nous vous donnerons la semaine prochaine les résultats, savoir si parmi vous il y a quelques-uns ou quelques-unes télépathes intéressants ou intéressantes qui se cachent. Nous en parlerons la semaine prochaine. En tous les cas, notre répondeur est toujours à votre disposition 24 heures sur 24. 0826 300 300. Vous allez dans la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange et vous nous laissez votre nom, vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Nous avons recueilli quelques témoignages, notamment sur le secret pour passer le feu, et un autre témoignage concernant les animaux et les phénomènes paranormaux. Nous y reviendrons également la semaine prochaine. Merci à Carole Murino, dit Chouchou, qui a réalisé cette émission, Cyril qui était au standard et Pierre Massias qui m'épaule pour la construction des Aventuriers de l'étrange. Passez une bonne nuit et bien entendu rendez-vous demain 22h minuit où là nous parlerons d'OVNI.